Je suis là en qualité de coprésident de l'Institut La Boétie qui soutient cette initiative, qui est celle de la députée Clémence Guettet, qui a eu l'idée de ce thème et de commencer un travail dont vous allez voir comment nous le concevons à travers la prémisse que je vais essayer d'en donner, puis les conclusions qu'elle établira à la fin de cette rencontre. Étant entendu que le simple fait que le thème ait été proposé et qu'aussitôt les inscriptions aient permis de faire ça le comble, nous a signalé que ce thème était bien un thème dans la société. On ne s'est pas pris le melon pour autant, hein. On s'est dit quelque chose a lieu et nous allons en être l'expression. Évidemment, c'est dans un cadre. Alors, moi, j'ai à dire quelques mots pour commencer. La pensée, le travail actuel de l'Institut La Boétie est orienté dans le sens de la définition de ce que nous appelons la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, nous l'avons d'abord mis en scène dans les élections de 2024 sous une forme provocatrice, volontairement provocatrice, pour susciter la pensée et la réflexion, qui a été de dire, eh bien, autrefois, c'était un Français sur 10 qui avait un grand-parent étranger, aujourd'hui c'est 1 sur 3. Il y a donc une Nouvelle-France quant à sa composition qui se présente là. Mais ce n'était qu'une manière d'introduire un thème qui est de beaucoup plus ample et dont nous avions l'intuition et déjà quelques travaux préparatoires. C'est que si on prend une séquence de temps et qu'on pose la question quoi de neuf, on découvre si on prend une séquence de temps dont on a fixé une des extrémités, 1958, la nouvelle Constitution, et puisqu'on est en direction d'une autre Constitution, celle pour la 6e République, et qu'on prend donc la séquence de temps entre 1958 et aujourd'hui, on découvre, plus on gratte, que, en effet, c'est un pays totalement nouveau qui est sous nos yeux. Bien sûr, un pays qui a une histoire, qui a des ondes longues de l'histoire, mais dont toutes les conditions ont été modifiées assez fondamentalement. Donc la Nouvelle-France est un cadre de pensée. Nous sommes à la découverte en permanence de cette nouveauté. Pourquoi à la découverte? Parce que plus nous sommes immergés dans les rapports sociaux, moins nous les identifions. Tout simplement parce qu'ils participent de notre existence intellectuelle, subjective et matérielle, quotidienne, permanente et instantanée. Alors, bien sûr, si tout a changé, c'est parce que les bases matérielles de la condition humaine ont changé par des phénomènes de type nouveau, comme par exemple le fait que la majorité de l'humanité, et dans notre pays plus de 80%, vivent en ville plutôt qu'à la campagne, comme ce fut le cas pendant des millénaires, que la totalité d'entre nous dépendent pour produire et reproduire leur existence matérielle des réseaux, que nous sommes à un niveau d'interconnexion individuelle jamais vu aux étapes précédentes de la vie humaine, dont on peut dire qu'une des formes de la matérialité est le fait que sur 8 milliards d'êtres humains, 5 milliards sont connectés entre eux par des réseaux sociaux. J'ai pris là que 3 de ces aspects, mais il va de soi qu'ils ne servent qu'à dire voilà pourquoi vous pouvez observer que des comportements liés aux conditions les plus fondamentales de la condition humaine, conditions initiales les plus fondamentales de la condition humaine, sont profondément bouleversés et n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient il y a 1 ou 2 générations. Or, le temps de transmission et d'acceptation et d'intégration de la nouveauté, c'est au minimum une génération. On dit chaque génération est un peuple nouveau, mais au bout de 2 générations, on en est seulement à commencer à interpréter librement les nouvelles conditions. Par exemple, il est certain que c'est à la 2e génération qui a accès libre à la contraception que les relations interpersonnelles, aussi bien sexuelles qu'amoureuses, sont modifiées. Cet exemple est assez rude pour qu'on en saisisse immédiatement la signification, mais on peut donner d'autres exemples tout aussi fondamentaux. Par exemple, le relationnel, la nature des relations individuelles à l'âge de la polyprésence. Pour ceux qui ont lu un des meilleurs livres de cette époque, le mien, Faites mieux, on évoque le concept de polyprésence qui correspond à quelqu'un qui a son téléphone à la main et qui, tout en participant à une réunion de famille, un repas ou même une discussion entre 2 personnes, consulte régulièrement son téléphone et y répond. On peut parler de polyprésence. C'est considéré par les uns comme très grossier, mais à mesure que le temps passe, comme une activité tout à fait normale, acceptée, et qui n'enlève rien à la spontanéité de la relation interindividuelle. Voilà un exemple qui eût été absolument inconcevable
dans la génération de mes parents. Alors, c'est pas si éloigné que ça, même si j'étais présent à la bataille d'Alésia, comme tout le monde le sait, compte tenu de mon âge. Mais ce sont des choses très voisines, de nous. Je prends des exemples moins extrêmes. Il est certain que le concept même de parentalité n'est plus le même dans le cadre des familles recomposées ou dans le cadre de la constitution de familles après PMA ou dons divers. Il est clair qu'on ne parle plus de la même chose, on ne parle plus des mêmes relations, on ne parle plus des mêmes exclusivités que dans le passé. Et de même, le sentiment d'appartenance. Il est certain que l'appartenance est modifiée par le fait que, pas tellement par l'immigration extérieure, comme beaucoup le croient assez stupidement, mais par l'immigration intérieure. Plus d'une personne sur deux ne retourne jamais dans le département ou la ville dont il est issu après ses études. C'est une modification absolument fondamentale pour tous ceux qui connaissent l'attachement à un petit coin, à un certain endroit, à un ensemble de relations familiales, physiques. Et ça va beaucoup plus loin quand on est de quelque part. Hein. Ça va de l'endroit où on va au mur quand c'est la période, l'endroit où on va aux grenouilles, j'ai connu ça, brièvement, fort heureusement pour moi, et ainsi de suite. Mais ce sentiment d'appartenance est brisé par la migration qui nous met immédiatement dans la situation de créolisation de nos mœurs, avec les endroits où l'on arrive, de nouveaux appétits, de nouveaux goûts. Ces modifications fondamentales de la condition humaine sont donc reliées à des modifications de son existence matérielle. Alors on dit dans le matérialisme que la véritable richesse des relations humaines est le résultat de la richesse des relations sociales. Il est évident que plus ces relations sociales sont étendues, plus il est probable que la personne va apprendre et être quasiment mise au pied du mur de la nécessité de s'adapter à ces nouvelles, plus étendues relations sociales. Bon, c'est quelque chose qui est, observé facilement dans l'histoire. Les êtres humains ne sont pas attachés à leur biotope. Alors, ce qui les distingue de toutes sortes d'animaux qui, eux, ne peuvent pas se dissocier de leur biotope. Mais ça nous met un destin commun avec les cafards et les rats qui peuvent s'adapter à absolument toutes les situations, comme chacun le sait, mais doivent s'y adapter. Ça ne leur est pas donné. Je prends cet exemple un peu caricatural pour mettre un peu de sourire dans quelque chose qui l'est beaucoup moins, parce qu'un peu austère. Mais les relations dans lesquelles nous nous inscrivons sont d'abord et avant tout des connexions de masse, dont la nouveauté peut nous échapper. Parce que beaucoup, en tout cas dans cette salle, d'après ce que je vois, il n'y en a pas un d'entre vous qui a une idée de ce qu'est la vie au village sur la surveillance de la bonne du curé, ou des choses de cette nature qui ont fait la joie et des situations bucoliques qui sont regrettées par certains du passé. En réalité, plus la société est petite et plus elle surveille. Et plus elle surveille, et moins on est libre. Et moins on est libre, moins on crée. Plus on s'adapte, on se conforme, on s'identifie à des pratiques qui nous préexistent parce que parmi les êtres humains, une des valeurs de tout ce que nous utilisons, il y a bien sûr la valeur d'usage, il y a bien sûr la valeur d'échange, bien connue des matérialistes, mais il y a aussi la valeur d'inclusion. Et nous sommes friands de valeurs inclusives. Nous nous habillons de la manière qui permet de s'inclure, nous parlons, nous agissons, nous remuons nos mains, nous faisons des mimiques qui nous permettent de nous inclure dans le milieu dans lequel on est, et à chaque génération ça change. C'est pourquoi souvent on parle des has-been, de ceux qui ne sont pas à la page et ainsi de suite, tout simplement parce que chaque génération, peuple nouveau, crée ses usages, ses blagues, ses mimiques, ses gestes, et de cette manière-là s'inclut. Ce n'est pas, je dis tout ça pour situer le cadre dans lequel quelque chose de soudain arrive. Alors, la soudaineté, c'est que le capitalisme est plus que jamais celui de notre époque, avec son système de marchandisation générale, est une machine à individualiser. Et ils s'en vantent. Dans le passé, ce sont les gens de gauche, parce qu'ils étaient insoumis, qui disaient à chaque personne « Mais non, tu n'es pas qu'un paysan, mais non, tu n'es pas qu'une paysanne, mais non, tu n'es pas qu'un ouvrier, tu es un être humain, tu as des talents, etc. » C'est-à-dire que c'est nous qui valorisions la singularité, l'individualisation, l'affirmation de soi. Dorénavant, c'est le capitalisme qui le fait et qui dit « Mais écoutez, moi je te comprends mieux que personne parce que au moment où tu dois choisir ton yaourt, je vais te proposer le yaourt à la banane mûre, à la banane pas mûre, au cassis, à la vanille, etc. et te présenter une multitude d'options
qui te permettent de faire librement ton choix et de t'affirmer tel que tu es. Là, je prends un exemple folklorique, mais dans la réalité des rapports sociaux, ça a été une machine à exploser toutes les communautés humaines et à les singulariser. Singularité, nous sommes une masse d'ayants droit multiples dont chacun d'entre nous et lui seul connaît le secret par nos mots de passe de nos différents réseaux auxquels il faut hélas souscrire, par nos numéros de sécurité sociale, d'identité nationale, que sais-je encore, codes de tout genre qui n'appartiennent qu'à nous singulièrement. Là encore, c'est la surface des choses. Plus en profondeur, c'est évidemment quand on voit dans les relations, toutes les relations qui étaient des relations identitaires. Je suis maçon ou je suis plâtrier. Tout ça est atomisé. Vous pouvez être sur un même chantier, des fois en train de faire les mêmes choses, mais vous appartenez à 4 ou 5 sociétés sous-traitantes différentes, donc pas 2 personnes dans la même condition sociale, alors que dans les métiers du passé, ou les conditions d'organisation des métiers du passé, eh bien, par catégorie, on avait les mêmes comportements, les mêmes outils, les mêmes règles et les mêmes dépendances. Tout ça a volé en éclats, et ce qui est vrai des relations sociales est vrai des relations intimes, et ainsi de suite. Pour autant, jamais les individus, ainsi renforcés, ainsi confortés, ainsi bizarrement attelés, car vous ne connaissez pas votre voisin de palier dans un immeuble, mais vous connaissez parfaitement tel ami sur Facebook, donc que vous n'avez jamais rencontré, mais qui vous inflige ses repas d'anniversaire, la communion de ses enfants et la naissance de chacun de ses petits-enfants. Donc on est pris dans ces réseaux d'individualisation et de mise à distance des relations qu'autrefois on considérait comme les seules relations réelles. Et c'est là qu'on commence à approcher de la zone où l'amitié va commencer, mais attendez, je n'y suis pas encore. Car l'individu est naturellement obligé de se constituer en personne. Il y a maints proverbes qui disent qu'il y a plusieurs individus dans une même personne. Peut-être que vous êtes un ayant droit ou un ayant rapport avec, dans des directions complètement différentes de l'univers, mais en attendant, vous êtes vous-même, et si vous oubliez que vous êtes vous-même, vos besoins singuliers vous le rappellent régulièrement. Et comme nous ne sommes pas qu'une addition de besoins, mais l'addition des moyens de les satisfaire, qui a une signification aussi bien culturelle que tout ce que vous voulez, c'est-à-dire que nous ne pouvons satisfaire nos besoins élémentaires que dans le cadre de rites et de pratiques humaines qui sont déterminés par le moment de la civilisation, de l'époque dans laquelle on vit. Donc le processus de personnalisation des individus est un processus spontané et permanent. Je dois être moi-même, je dois me construire moi-même, je dois m'auto-définir, je dois m'unifier en quelque sorte. Et c'est cette entreprise d'unification qui souvent se heurte dans l'existence quotidienne aux multiples assignations dans lesquelles nous sommes plongés. Si l'amitié, à partir de là, retient notre attention, c'est parce que, à l'intérieur d'un univers où tout aura été donné et suggéré par des relations obligées, l'amitié est une relation spontanée choisie. Et choisie gratuitement. Gratuitement signifie en échange de rien qui soit marchand. Je le prends au sens littéral du terme. Les situations où nous échangeons contre rien sont extrêmement rares. Ce sont des situations d'amour le plus souvent. Et l'autre catégorie, encore que dans l'amour, il y a entre une réciprocité singulière, faite de toutes sortes de compartiments, et dans l'amitié, la relation est sans objet, sans finalité et sans modèle. Dès lors, on peut la qualifier de reste d'un temps où ça n'a pas été si fréquent que ça. Moi, je n'ai aucune nostalgie du passé. Souvent, les gens disent c'était mieux avant. Moi, avant, j'y étais, je peux vous dire, c'était pas mieux. Et à mains égards, c'était pire. Donc, mais dans le cadre de l'amitié, nous sommes là. Alors, vous connaissez des dissertations sur l'amitié, vous en trouverez des centaines, qui souvent sont des prétextes dans le passé. On appelait amitié des relations qui, des fois, étaient beaucoup plus intimes que simplement l'amitié, mais qui permettaient de se protéger de la vindicte et des vengeances que la société ou la religion exerçait contre les individus qui avaient des orientations ou des choix qui ne convenaient pas. Mais pour autant, on en a 1001 traces de cette amitié telle que je viens de la décrire, sans objet, au point qu'on ne sait même pas la décrire. Vous noterez que la plupart du temps, les situations satisfaisantes, nous n'arrivons pas à les décrire. Essayez de décrire un plaisir, c'est extrêmement difficile. Essayez de décrire une douleur, vous y arriverez facilement. Ça vous scie, ça vous pince, ça vous pique, ça vous brûle, ça vous griffe. Et un plaisir, on trouve beaucoup plus difficilement les mots, il en reste 2 ou 3 et encore. Eh bien,
le summum, on va dire d'une certaine manière, et qui peut mieux le faire que le co-président de l'Institut de la Boétie, hein, c'est Montaigne et la Boétie. Comme Montaigne ne sait pas quoi dire, il dit parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et le reste est une dissertation où il décrit un mode de relation qui est à la limite de ce qu'on dit d'habitude de l'amour. Mais bon, franchement, la formule est résumée, c'est-à-dire il n'en sait rien. Pourquoi il était ami avec la Boétie. Et nous savons tous que de l'intuition qu'on en a, les situations d'amitié sont soit spontanées, c'est-à-dire on ne sait absolument pas pourquoi. C'est à l'amitié coup de foudre. On dit que ça existe aussi dans l'amour, bien heureux ceux qui ont rencontré ça, mais dans l'amitié, il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, d'entrée de jeu, c'est formidable. Ça fonctionne, la relation est simple, et d'autres, c'est plus difficile, on ne sait pas non plus pourquoi. Et puis, il y a l'amitié qui résulte des parcours communs. On a fait des choses ensemble, c'est à peine si on se voyait, et puis après, on découvre qu'on se manque si on est séparés. Et pour autant, pas seulement pour faire de la pâtisserie ou pour faire de la peinture ou pour transbahuter les déménagements des copains dans lesquels on a fini par se retrouver à plusieurs reprises, mais quelque chose est né. Alors moi, je ne prétends pas le décrire ni participer au concours des rédactions sur le sujet. Je me contente de dire l'amitié rentre d'une manière un peu pure dans quelque chose de parfaitement contemporain qui est le lien choisi. Les liens dans les sociétés du passé, toutes les sociétés traditionnelles ou toutes les sociétés se référant à la tradition sont des liens immobiles, permanents, et le futur est toujours un passé recommencé. Les liens choisis à notre époque sont des liens que l'on décide d'avoir de telle ou telle nature, dont on décrit souvent soi-même les contours sans en avoir jamais eu aucun modèle auparavant. Et on n'est pas dérangé de ne pas avoir de modèle. Quoique ce ne soit pas facile de vivre sans une certaine conformité aux habitudes et aux routines de notre époque, parce que la singularité rencontre toujours sa propre limite dans le regard des autres. Les autres sont prêts à accepter une certaine dose de singularité, mais pas au-delà. Au-delà, vous passez pour un fou ou une folle, ou pour quelqu'un qui est dérangé, excentrique, hein, ça dit bien ce que ça veut dire, qui s'est éloigné du centre de ce qui est supporté. Donc, en tant que lien choisi, l'amitié fait partie de ce que l'on rattache le plus intimement à l'humanisme. L'humanisme est un mot qui désigne un ensemble de manières de penser, mais qui toutes convergent sur une même idée: l'être humain est constructeur de lui-même. Et en quelque sorte, son auteur, dans les limites que l'on peut imaginer, mais constructeur de lui-même. Le lien choisi en est une des manifestations les plus évidentes pour chacun d'entre nous, puisque nous savons à quoi nous référer à propos de cette autoconstruction. Donc, c'est une manière d'échapper à l'époque des assignations sociales, et l'individualisation des rapports va nous conduire à la personnalisation. Le personnalisme humaniste est un existentialisme, c'est-à-dire que c'est par sa pratique dans la vie qu'il s'affirme et s'auto-définit. Je vais achever par quelques considérations sur cet autre lien social. Alors, nous ne sommes pas en train de réclamer des droits pour quelque chose qui existerait et qui en serait privé. Nous sommes en train d'imaginer comment, en proposant des droits, on pourrait amplifier des pratiques, peut-être les stabiliser, mais vous savez très bien comme moi que ce n'est pas le contrat de mariage qui fait le mariage, ce n'est pas le Pacs qui fait l'unité du couple, c'est l'unité du couple qui fait le Pacs, et ainsi de suite. Par conséquent, quand on aborde la question des droits et des reconnaissances légales, on en connaît la limite, mais en même temps, on en connaît la force. C'est la raison pour laquelle le hasard de l'existence fait que, par la parole donnée à un groupe d'homosexuels militants, je me suis retrouvé à être le premier législateur à proposer le partenariat civil, qui incluait bien sûr ce qu'on a appelé ensuite le mariage pour tous. Mais la vérité, c'est que le partenariat civil avait une prétention beaucoup plus ample, qui était de permettre à deux personnes, quelles qu'elles soient, quelle que soit que la nature de leur relation, soit le sentiment amoureux ou la pratique de la vie commune ou pas, de faire équipe, d'être partenaires. Et pourquoi? Eh bien, comme ça, pour être partenaires et mutuellement responsables l'un de l'autre, s'entraidant matériellement et empêchant que la société brise ce lien quand, par exemple, intervient le décès d'un des deux ou une nouvelle situation familiale dans la famille de l'un ou de l'autre. Alors, à l'époque, je m'étais même fait reprocher d'avoir introduit cette dimension supplémentaire parce qu'on m'avait dit « Tu n'as pas le courage de dire que tu veux proposer le mariage homosexuel. » Bon, non, c'était pas mon idée n'était pas de ne pas dire, était de dire dans toute son ampleur. Mon point de départ était une liberté
a de force et de valeur que lorsqu'elle est donnée à un certain type et à un certain groupe de population, elle est en état de s'étendre à d'autres, c'est-à-dire autant que possible à tous les autres. Car la force de l'universalité, c'est celle-ci, c'est la reconnaissance de ce qui est universel. Nous aimons tous, nous avons tous envie d'être aimés, nous vivons tous en couple ou dans des formes plus différentes de la relation amoureuse, on le sait aujourd'hui, mais dès lors qu'on fait cette reconnaissance, eh bien on pose quelque chose d'essentiel de l'être humain et de sa manière de se regarder. Alors, depuis le partenariat civil de 1991, quand j'ai fini mon mandat de parlementaire, que j'ai décidé que je ne serais plus candidat à l'élection législative dans la circonscription des Bouches-du-Rhône dont j'étais l'élu, le dernier texte que j'ai déposé, c'est un texte pour l'adoption, projet de loi, pour l'adoption sociale. Et l'adoption sociale, c'est l'idée que dans le modèle de société collectiviste auquel nous aspirons, les insoumis, il faut semer le plus possible des liens sociaux d'un type différent de celui qui sont majoritaires dans la société capitaliste. La société capitaliste met tout en contrat. Le contrat, c'est le contraire de la loi. La loi, ça s'applique à tout le monde. Le contrat, ça s'applique à ceux qui peuvent le conclure. Au point que même la relation amoureuse dans Anthony Giddens est conçue comme un contrat. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait une partie de soi qui soit en dehors de la relation pour en juger de la qualité. Ça, c'est pas par hasard qu'il était le philosophe de poche de Blair. C'était pour produire la doctrine dont l'autre avait besoin pour faire passer ses conceptions néolibérales. Mais reconnaissons que c'est ce qui est dominant. Donc l'idée, c'est comment nous, on peut semer autre chose que ce qui existe. Ce qui existe, c'est quoi? Tout est contractuel, tout est transactionnel, et surtout le lien social dominant proposé par le capitalisme de notre époque, c'est la peur. Et essentiellement la peur de l'autre, de tout ce qui est différent, de ce qui n'a pas la même religion, pas la même couleur de peau, mais on va très loin dans la définition des peurs légitimes et nécessaires que nous devons avoir à l'égard des autres. Donc le capitalisme n'est pas seulement un obscurantisme intellectuel, c'est aussi un système paranoïaque qui injecte de la paranoïa à tout le monde, se méfier de tout et de tout le monde. L'amitié et ce qui peut être considéré comme des relations sociales d'amitié est le contre-modèle. Plutôt que de la peur, de la volonté d'être avec les autres, de faire confiance, car d'amitié, il n'en est possible que dans la confiance, ce qui est le contraire de la méfiance. Il n'en est possible que dans l'égalité, ce qui est le contraire de la contractualisation où le dominant négocie sa position avec les dominés, etc., etc. C'est pourquoi l'amitié vue de cette manière-là, et je suis conscient du fait que je traite d'un registre étroit de la question, qui est son rapport à la société dans son ensemble. L'amitié peut être considérée comme un sentiment révolutionnaire puisqu'il n'a aucune finalité, aucun modèle et aucune autre volonté que soi-même d'être dans cette situation de confiance, d'égalité et d'interaction mutuelle juste pour le bonheur de l'interaction. C'est pourquoi moi j'ai trouvé que c'était extraordinairement intéressant que Clémence ait voulu mettre ça comme un sujet politique. Il est très difficile à manier parce que, bon, nous autres, les militants politiques ou les sociologues ou les anthropologues, souvent nous avons un peu des chaussures cloutées parce que nous venons avec toutes sortes de théories, de tamis, etc. Alors que nous savons tous que l'amitié est à peu près aussi insaisissable que l'amour, même si dans l'amour on voit à peu près à quoi on peut s'occuper, tandis que dans l'amitié, personne n'en a la moindre idée. Sinon qu'il y a des activités auxquelles il ne faut surtout pas participer, comme les jeux quand on est mauvais joueur, ce qui est mon cas, ou des choses de cette nature, parce que ça pourrait pourrir les relations les plus sympathiques. C'est-à-dire que dans l'amitié, on part de l'idée qu'elle doit être protégée. C'est donc que même si nous ne savons ni décrire ni nommer, nous savons pourtant protéger. Et à partir de là, c'est le début d'une forme de bon comportement, de bonne idée, et d'une relation sociale qui peut rafraîchir la société. 25 minutes et 12 secondes, je n'ai que 5 minutes et 13 secondes de retard. Merci de votre attention.